Pour analyser cette 7e journée de campagne, je rejoins maintenant Stéphanie Chouinard, qui est politologue au Collège militaire royal de Kingston. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. D'abord, sur les demandes du gouvernement du Québec aux chefs fédéraux, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des surprises? Vous en pensez quoi? La plupart des demandes qu'on a entendues de la part de M. Legault aujourd'hui sont des demandes qu'on pourrait dire même historiques du Québec. Des choses comme des pouvoirs accrus de la province en matière d'immigration, une plus grande place pour la langue française, la déclaration des revenus uniques et évidemment les questions de laïcité. Ça, c'est un peu moins historique, c'est un peu plus récent. Mais somme toute, là, ce sont des demandes qui sont pas très surprenantes. Donc, pas grande surprise aujourd'hui du côté de Québec. Est-ce que c'est de bonne guerre pour les premiers ministres du Québec? Est-ce que ça fait partie des habitudes de présenter comme ça une sorte de liste d'épicerie en pleine campagne électorale fédérale? La liste d'épicerie, c'est peut-être, pas si, habituel, mais disons que M. Legault est en train de voir probablement que, sa province est l'un des terrains chauds de la campagne de cette année et veut s'assurer de profiter de cette, opportunité, qui se présente à lui pour bien faire entendre, les revendications provinciales auprès des grands partis fédéraux. Oui, poursuivre son image, accentuer son image de premier ministre autonomiste, en fait. Demain, Stéphanie, ça va faire exactement une semaine que Justin Trudeau a déclenché l'élection. Qu'est-ce que vous pensez, de façon générale, de l'allure de la campagne jusqu'à maintenant au fédéral? Jusqu'à maintenant, c'est une campagne où on voit que les libéraux et les conservateurs sont vraiment coude à coude et ça joue dur. Il y a certaines parties du pays où on risque d'avoir des surprises. En Colombie-Britannique, les Verts ont la possibilité de faire une percée historique et les néo-démocrates là, qui, au Québec, tentent de retrouver un peu le record qu'ils avaient eu avec la vague orange de 2011, mais ça se profile de façon assez difficile pour eux, avec notamment là, un regain d'engouement pour le Bloc québécois. Oui. Si on regarde justement un peu plus en détail par région, en fait, si on se fie à un sondage qui a été publié dans la presse de ce matin, un sondage Ipsos, c'est vraiment très serré entre les libéraux et les conservateurs. En fait, ils sont à égalité à 35 des intentions de vote chacun. Ça, évidemment, c'est à l'échelle nationale. Comment vous interprétez ces résultats ex aequo, tellement serrés, aussi serrés? Ce qu'on voit dans le rapport d'Ipsos, c'est que le 35 pour les conservateurs, c'est un vote qui aura probablement, ce qu'on dit, là, un bonus le jour des élections parce que c'est des électeurs qui sont absolument certains de voter conservateur, mais non seulement ça, ils sont certains d'aller voter. Et ça, c'est important. Tandis que les libéraux ont vécu là, une augmentation des intentions de vote dans les derniers jours, mais il n'est pas certain que ces électeurs-là vont sortir le jour du scrutin. Donc, les libéraux ont encore du travail à faire, là, certainement. Donc, c'est pas gagné, effectivement. Et on dit que l'électorat est très volatile et particulièrement volatile dans cette élection-ci. C'est le cas? C'est le cas? Absolument. Donc, dans les deux grands terrains chauds, en Ontario et au Québec, le Québec particulièrement est connu pour étant un électorat volatile et qui vote en bloc. Hein. On l'a vu en 2011, notamment avec la vague orange. Et en Ontario, là, ça se profile là, avec une campagne qui joue à la fois sur le terrain provincial et fédéral. Évidemment, les libéraux qui tentent d'utiliser l'épouvantail du premier ministre provincial Doug Ford, Oui. qui tente de relier le personnage d'Andrew Scheer avec Doug Ford, qui est très impopulaire en ce moment parmi les Ontariens. Donc, c'est sur ces deux terrains-là que l'élection risque de se décider. Bon, parlons d'abord du Québec. Les libéraux semblent bénéficier d'une avance quand même assez confortable après une semaine de campagne. Si on se fie toujours au même sondage, Ipsos publié ce matin dans la presse, 41 des intentions de vote pour les libéraux contre 22 pour les conservateurs. Est-ce qu'on doit en conclure que l'affaire SNC-Lavalin et les positions vraiment tranchées de Justin Trudeau sur la loi sur la laïcité, la loi 21, n'ont pas du tout d'impact au Québec? Comment on doit lire ces résultats jusqu'à maintenant? Bien, pour l'électorat canadien, généralement, l'affaire SNC-Lavalin, les libéraux ont déjà perdu ces votes-là de toute façon. Et ce qu'on a vu dans le courant de l'été, notamment avec la sortie du rapport Dion à la fin du mois d'août, c'est que ça n'avait pas eu d'impact sur les intentions de vote pour les libéraux. Et même au Québec, toute l'affaire SNC-Lavalin a joué d'une façon très différente avec l'électorat. L'électorat québécois a vu cette histoire-là sous un angle beaucoup moins négatif
que la façon dont ça s'est présenté dans le reste du pays. Pour ce qui est de la loi 21, évidemment, là, pour l'électorat plus nationaliste, le fait que M. Trudeau n'ait pas totalement fermé la porte à une possible contestation de la loi 21 s'il était réélu, ça joue sur une corde sensible. Par contre, c'est un électorat qui aura probablement tendance à pencher vers le Bloc québécois cette année de toute façon. Ouais, donc, il risque de perdre moins de votes que dans une élection différente de cette année. Parlant de la loi 21, justement, il y a un sondage léger qui a été publié hier dans le Journal de Montréal qui nous apprenait qu'en fait, presque la moitié des Québécois souhaitent qu'Ottawa se mêle de ses affaires. Relativement à la laïcité, donc ne viennent pas contester la loi québécoise. Comment on peut concilier ça et le fait que Justin Trudeau semble rester populaire au Québec? Bien, bon, M. Legault avait fait une sortie assez flamboyante la semaine dernière à cet effet-là, avait demandé aux chefs de tous les grands partis, justement, de se mêler de leurs affaires par rapport à la loi 21. Ce qu'on est en train de voir, c'est que la sortie de M. Trudeau par rapport à la loi 21, finalement, ne touche pas les votes qui lui sont déjà acquis au Québec. Et donc, finalement, la prise de position en faveur d'une contestation possible ne vient pas toucher la base libérale québécoise. Oui, et quand on regarde les intentions de vote au Québec, on voit aussi qu'il y a clairement une différence, une disparité entre les régions du Québec et Montréal. Donc, la ville de Montréal est davantage libérale, alors que les régions sont davantage conservatrices. On peut observer ça dans ce sondage-là également. Je parle toujours du sondage Ipsos. Je reviens au sondage Ipsos publié dans la presse de ce matin. Absolument. Le Grand Montréal est presque acquis aux libéraux, tandis que les conservateurs ont quand même des belles forces dans les régions. Le Bloc québécois aussi qui aura des bonnes chances là, d'avoir quelques victoires dans les régions, et ça va se faire évidemment au détriment des néo-démocrates. Bon, justement, avant de parler des néo-démocrates, au Québec, l'adversaire des conservateurs, on le dit depuis le début de la campagne, c'est clairement le Bloc québécois. Les deux se battent pour la deuxième place. Si on regarde toujours Ipsos Reid de ce matin dans la presse, 22 pour les conservateurs, 20 pour le Bloc, donc c'est presque à égalité. Qu'est-ce que vous pensez, vous, Stéphanie Chouinard, de la campagne du Bloc québécois jusqu'à maintenant? Bien, pour M. Blanchette, c'est une campagne qui se profile assez bien depuis la semaine dernière, alors que les grands partis, à la fois les libéraux et les conservateurs, ont eu des débuts de campagne assez difficiles. M. Blanchette a eu presque un sans faute et on voit là, clairement dans la prise de position du parti et dans la plateforme qu'il est en train de dévoiler dans les derniers jours qu'il cherche là, réellement à s'attaquer, en fait, non aux conservateurs, mais à revenir chercher les votes qui leur ont été perdus au profit des néo-démocrates. On voit ça, bon, dans la position plus ouvertement nationaliste du Bloc québécois, évidemment, mais aussi dans le virage vert que M. Blanchette tente d'effectuer au sein du parti. Donc, on tente vraiment là, de développer une campagne qui va aller chercher le vote peut-être des plus jeunes qui ne votent pas nécessairement Bloc québécois aussi facilement que la génération des boomers, là, et qui était un vote qui avait tourné néo-démocrate aux dernières élections. Oui, et depuis quelques jours, on le voit, M. Blanchette attaque davantage Mme May, la chef du Parti vert, dans les médias sociaux. Donc, on sent qu'il veut aller chercher de son électorat à elle également. Stéphanie, selon Ipsos, le NPD est à 8 au Québec. C'est toujours dans une position où il pourrait être carrément balayé de la carte dans la province, vous pensez? Ça sera extrêmement difficile pour les néo-démocrates de maintenir les circonscriptions qui sont les siennes au Québec, ainsi que dans d'autres bastions néo-démocrates. Là, je pense notamment au sud de l'Ontario, dans la région de Windsor, où le parti risque de perdre des forteresses. Donc, pour M. Singh, malgré certaines promesses qui ont été faites et malgré la campagne que les néo-démocrates ont développée pour le Québec tout particulièrement, ça semble, en tout cas pour le moment, des victoires assez difficiles à obtenir au scrutin du 21 octobre. Oui, nonobstant le fait aussi que M. Singh, selon les observateurs, a un bon début de campagne. Il y a eu un bon débat à Toronto la semaine dernière. Il a été présent au Québec au cours des derniers jours. Ça ne semble pas se refléter dans les sondages, cependant, hein? Non, effectivement, malgré tous les efforts qui ont été faits par le chef et par le parti pour vraiment être présent au Québec et parler aux Québécois sur les réseaux sociaux durant la campagne, ça ne semble pas avoir là, d'impact sur les intentions de vote pour le moment.
Par contre, bon, on est à la première semaine de la campagne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'impact à plus long terme d'ici au 21 octobre, mais il reste là, de toute évidence, du travail à faire pour M. Singh. Oui, parce qu'il reste quand même quelques semaines à la campagne, il fait juste commencer. On parlait tantôt des problèmes des conservateurs au Québec. Ça va mieux pour les conservateurs en Colombie-Britannique quand même. 12 points d'avance sur les libéraux, selon Ipsos. En Atlantique, ils ont des chances de remporter des sièges dans le sud du Nouveau-Brunswick. Selon ce portrait, est-ce qu'on peut dire que c'est encore l'Ontario qui va décider de cette élection du 21 octobre prochain? Bien, c'est par la voie mathématique, c'est en Ontario où il y a le plus de gains à avoir. L'Ontario qui détient là, le tiers des sièges qu'on retrouve au Parlement canadien. Donc, évidemment, il y a énormément de gains à faire ici en Ontario. Oui. La Colombie-Britannique, par contre, ça risque de faire mal aux libéraux. Et là, évidemment, c'est toute l'histoire du pipeline Trans Mountain qui risque là, de coûter cher aux libéraux de Justin Trudeau. En Colombie-Britannique, le vote qui sera peut-être divisé avec les conservateurs, mais aussi avec les Verts qui ont des chances là, d'obtenir quelques sièges supplémentaires cette année. Oui, ça pourrait être difficile pour Justin Trudeau. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il a lancé sa campagne nationale en Colombie-Britannique. Pour lui, il voulait lancer un message important, que la province était importante pour lui, on peut présumer. Absolument. Et il a d'ailleurs manqué le premier débat des chefs jeudi dernier. Il était à ce moment-là en Alberta. Il tente, là, j'ai l'impression, de sauver les meubles dans cette région-là du pays. Oui. Juste sur Andrew Scheer et l'Ontario, on l'a vu, il prend vraiment ses distances, en fait, le plus possible de Doug Ford. Doug Ford, qu'on a vu nulle part dans cette campagne électorale, je pense qu'on ne peut pas s'en surprendre. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le grand absent de cette campagne jusqu'à maintenant, M. Ford. Absolument. Monsieur Ford, qui avait fait campagne l'été dernier en Ontario en faisant de Justin Trudeau son adversaire, en fait, au-delà même de Kathleen Wynne ou d'Andrea Horwath, des néo-démocrates provinciaux, qui est là, le grand absent de la campagne électorale. Le mot s'est certainement passé parmi les partisans conservateurs que la présence de Monsieur Ford ferait mal à Andrew Scheer plutôt qu'elle l'aiderait. Ouais. Et donc, on lui a demandé, là, je crois, assez poliment de se faire discret pour le reste de la campagne. Et d'ailleurs, l'Assemblée législative ontarienne ne siégera pas avant la fin des élections fédérales. Donc, question de ne pas faire d'ombre, là, certainement, à M. Scheer. Oui, parce que pour les conservateurs fédéraux, c'est vraiment cacher ce Doug Ford qu'on ne veut pas voir. Parce que, absolument, ça pourrait avoir un impact négatif sur la campagne de M. Scheer en territoire ontarien. Bon, je vais vous entendre, Stéphanie Chouinard, maintenant sur la participation de Maxime Bernier au débat du 7 et du 10 octobre. On a appris ça hier. Finalement, il est autorisé. Il a son carton d'invitation. À quoi on peut s'attendre avec une telle visibilité pour Maxime Bernier pendant la campagne électorale? C'est certain que ça va amener de l'eau au moulin. On passe de 3 candidats, 3 chefs au premier débat des chefs à 6 personnes sur le stage aux 2 débats de la commission des débats électoraux. Bon, M. Bernier, qui évidemment là, était très critique du fait qu'il n'avait pas été invité jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est au tour des Andrew Scheer et Jagmeet Singh de se faire les critiques de la présence de M. Bernier. On sait qu'il a eu un début de campagne, bon, avec certains rebondissements, quelques-uns de ses candidats sur le terrain qui ont été visés avec des allégations de propos douteux vis-à-vis certains membres de la communauté canadienne. Et M. Bernier là, devra défendre ces candidats-là. Et jusqu'à maintenant, ce qu'on entend sur le terrain, c'est que M. Bernier là, ne se cache pas pour prendre des positions assez radicales depuis le début de la campagne. Il était au Nouveau-Brunswick aujourd'hui et en fait, soutenait ouvertement l'une de ses candidates qui avait tenu des propos islamophobes. Donc, ça risque de le rattraper lors des débats des chefs en français et en anglais. Et il pourrait même perdre des votes, à mon avis, s'il tient des propos trop radicaux durant le débat des chefs. Plusieurs ont dit que c'était un peu un coup à Andrew Scheer que d'avoir Maxime Bernier dans les débats, mais parce que finalement, bon, ça lui fait un adversaire de plus. Ils sont un peu dans le même électorat. Est-ce que, d'une certaine façon, la présence de Maxime Bernier dans les débats va faire paraître Andrew Scheer moins à droite? C'est une possibilité. C'est une possibilité. Bon, si on regarde le spectre politique et les chefs de parti qui seront présents au débat, à la gauche, on a quand même les libéraux, les Verts et les néo-démocrates, avec Andrew Scheer qui se retrouvait tout seul à la droite. Donc, ça égalise peut-être un peu l'offre politique
qu'on retrouvera au débat des chefs. Par contre, si on regarde là, les intentions de vote pour le moment, les intentions de vote pour le Parti populaire se retrouvent à 1-2 de l'électorat canadien. Donc, en réalité, là, M. Bernier, pour le moment, n'est pas un réel adversaire pour quelqu'un comme Andrew Scheer. Oui, il faudra voir si l'aiguille va bouger, comme disent les sondeurs, à la suite de ses prestations au débat. Beaucoup de travail, comme vous disiez, pour les modérateurs avec 6 adversaires sur le plancher des débats. Stéphanie Chouinard, merci beaucoup, politologue au Collège militaire royal de Kingston. Merci d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve Ça m'a fait grand en plaisir. cours de campagne. Merci, bye-bye.